Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition du 19-20. En voici tout de suite les titres. Alerte à la bronchiolite un peu partout en France. Elle touche 30% des enfants de moins de 2 ans. Les séances de kiné sont souvent indispensables. Les cadeaux de Noël, un casse-tête pour beaucoup de Français en ce moment. Une chose est sûre, les centres de tri postaux, véritables annexes du Père Noël, fonctionnent actuellement à plein régime, comme celui d'Audincourt, que nous visiterons. De gros retards pour les traitements des dossiers des caisses d'allocation familiale. Les dossiers sont de plus en plus nombreux et de plus en plus compliqués. Le phénomène est fréquent. Reportage dans un instant à la CAF du Doubs. Noël est toujours une période délicate à traverser dans les établissements de soins. C'est pour cela qu'il s'emploie souvent par le biais de petites fêtes à apporter aux patients du réconfort et un peu de gaieté. C'était le cas cet après-midi dans une maison d'accueil pour handicapés à Lure. Mais d'abord, pour commencer, ce constat donc que ça déborde à la caisse d'allocation familiale du Doubs où les délais de traitement des dossiers s'allongent en ce moment. Le reportage tout de suite de Sébastien Poirier et Jean-Stéphane Maurice. Donc le dernier dossier a été traité. Moi, je vois pas de suspension là actuellement. On va regarder vos derniers paiements. Des dossiers qui s'accumulent, des demandes de plus en plus complexes et des conseillers en sous-effectif. À la CAF du Doubs, comme dans toute la France, les délais de traitement des dossiers s'allongent. En ce moment, la direction compte un stock de 5 jours et demi de courriers en retard. 5 jours et demi, c'est le temps qu'il faudrait pour digérer l'ensemble de ce stock de courriers qu'on a et qui n'est pas traité, en admettant qu'on n'en reçoive pas d'autres, pour se remettre à jour. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Pour vous donner un exemple, nous traitons aujourd'hui les pièces les plus anciennes du 29 novembre. Je précise toutefois que tout ce qui est courrier urgent, à savoir les dossiers qui relèvent des minima sociaux, pour lesquels on doit être attentif à ne pas prendre trop de retard, dans la plus grande majorité des cas, ils sont traités en moins de 10 jours. Mais pour les allocataires, la prise en charge par un technicien n'est pas toujours simple, car depuis juin dernier, la CAF ne reçoit que sur rendez-vous, un système qui ne facilite pas toujours les démarches. Parce que j'ai dû oublier La déclaration trimestrielle. Oui, ça c'est bien possible. Oui. Donc si vous la faites pas tous les 3 mois, c'est normal qu'il y ait une suspension de vos droits. C'est assez compliqué parce que nous on leur propose un rendez-vous, il y a un petit délai de rendez-vous, on ne peut pas leur répondre immédiatement, donc c'est vrai que ça engendre un petit peu d'agressivité parfois et c'est vrai que c'est difficile à gérer malgré toute la bonne volonté. À Besançon, une demi-douzaine de congés maternité non remplacés alourdissent encore la tâche des conseillers. Même les heures supplémentaires du samedi matin ne permettent pas de rattraper le retard. Les sages-femmes de l'hôpital de Belfort-Montbéliard ont installé un campement sur le site hospitalier où elles ont passé une première nuit. En fait, elles veulent montrer par là qu'elles campent sur leur position depuis 2 ans maintenant, sans succès. Les sages-femmes veulent que la valeur médicale de leur profession soit enfin reconnue pour plus d'autonomie. Des actions similaires sont menées dans plusieurs villes de France. Au chapitre fait divers, un automobiliste d'une 50aine d'années a trouvé la mort cet après-midi à l'Abergement Sainte-Marie dans le Doubs. Sa voiture aurait percuté des grumes au bord de la route. L'esprit de Noël a soufflé cet après-midi dans une résidence pour adultes lourdement handicapés de Haute-Saône. Quelques instants de chaleur en famille, indispensables pour se changer les idées. Voyez le reportage de Laurent Ducrozet et Philippe Arbet. Un après-midi pas tout à fait comme les autres à la Mosaïque. L'établissement accueille une quarantaine de résidents lourdement handicapés, des accidentés de la vie qui, à l'approche des fêtes, ont besoin d'être encore plus entourés. C'est des émotions que les résidents ont, qu'on doit gérer, des moments un peu de solitude du résident. De tristesse. Ouais. Alors pour fêter Noël ici, on mobilise bien sûr le personnel, mais surtout les familles. Comme toutes les années, on vient un petit coup pour être avec notre fille et puis partager un peu de bonheur parce que c'est pas évident quand même. Hein. Mais bon, tout se passe bien, elle est contente, elle nous attend comme tous les mercredis. Donc, mais c'est très bien parce qu'ils organisent des chansons, des petits spectacles et puis ça leur fait passer une petite journée à tous ces malades. Un moment de partage apprécié par ceux qui vivent ici chaque jour de l'année. C'est un moment que vous attendez? Ah ouais, c'est... On vit que c'est pas souvent que je sors. Et là, ça fait plaisir de voir au moins une fois dans l'année de la famille qui viennent me voir. C'est un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. On a des résidents qui sont complètement seuls, d'où l'importance d'avoir une équipe présente dans la relation, une équipe de bénévoles aussi
une quinzaine de personnes qui viennent quotidiennement apporter aussi des relations humaines, des activités, sortir du cadre soins et apporter une notion de vie indispensable à tout être humain. Une petite fête de Noël avant l'heure, car en raison de leur handicap, la plupart des résidents ne pourront pas rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Certains cantons de la région manquent toujours cruellement de médecins. Pour tenter d'enrayer cette spirale, un dispositif encourage de jeunes médecins à venir exercer dans les zones les plus touchées par cette pénurie. En Franche-Comté, 5 médecins, moyennant une aide sonnante et trébuchante, viennent de relever ce défi. Sylvie Mention, directrice de l'Agence régionale de santé, est notre invitée juste après ces explications d'Isabelle Mounier. Les 5 contrats de praticiens territoriaux de médecine générale signés en Franche-Comté concernent 5 jeunes femmes médecins. Il s'agit de nouvelles installations en maison de santé, 2 dans le Doubs sur les cantons de Rougemont et Vercelles-Villedieu-le-Camp, 2 dans le Jura, Rochefort-sur-Nenon et Villers-Farlay et une en Haute-Saône sur le canton de Saint-Loup-sur-Semouse. La répartition sur le territoire régional étant laissée à l'appréciation de chaque ARS. Ce dispositif destiné à encourager l'exercice médical dans les zones fragiles s'adresse aux jeunes médecins généralistes qui ne sont pas encore installés ou installés depuis moins d'1 an. Ils se voient garantir sous condition un complément de revenu jusqu'à 3 105 € bruts par mois, et cela pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Enfin, le contrat prévoit également des engagements individualisés. Ils peuvent notamment porter sur la permanence des soins ambulatoires ou sur des actions de prévention et d'éducation à la santé. Sylvie Mention, bonsoir. Vous êtes donc directrice régionale de l'Agence régionale de santé. On vous assimile souvent à une sorte de préfet sanitaire ou même, ai-je vu, à des ministres régionaux de la santé, donc avec des pouvoirs importants. Pourquoi ces médecins rechignent-ils à aller dans ces zones? Pourquoi n'aiment-ils pas Vercelles ou Rougemont? Je ne crois pas que le sujet ce soit qu'ils n'aiment pas ces zones-là. Je crois que les jeunes médecins hésitent beaucoup à s'installer seuls en activité libérale. Toute la philosophie de ces contrats, c'est de permettre à de jeunes médecins à la fois de sécuriser leur activité professionnelle, mais aussi de les encourager à s'installer avec d'autres confrères. Mais on a un peu l'impression quand même que du coup, c'est la fin du médecin de campagne balsacien. Non, ce n'est pas la fin du médecin de campagne. Au contraire, je crois que toute la stratégie du pacte territoire et santé, c'est justement de mettre le médecin traitant au cœur du dispositif de soins. Mais encore une fois, il faut pouvoir aider ces jeunes médecins à s'installer. C'est aujourd'hui difficile. Ils font toutes leurs études en collégialité et puis du jour au lendemain, il faudrait qu'ils travaillent seuls. Ils ont un peu de difficulté avec ça, donc il faut qu'on puisse les accompagner. Alors grâce à des subventions, ça va coûter un petit peu cher. C'est le prix pour lutter contre la désertification médicale? Oui, là aussi, un petit bémol tout de même. C'est vrai, votre sujet le montrait, l'aide peut aller jusqu'à 3 100 € par mois, à la condition tout de même que le médecin réalise au moins 165 actes par mois en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Et bien entendu, ce complément, il va varier en fonction de l'activité. Et si je prends notre situation ici en Franche-Comté, nous n'avons versé pour le moment qu'un seul complément sur 1 mois, au mois de novembre, pour un praticien, tous les autres ayant en réalité dépassé déjà le plafond maximum. Donc vous voyez, c'est plutôt pour eux en quelque sorte une ceinture de sécurité, parce qu'ils craignent de ne pas, on va dire, avoir une activité suffisante, mais ça n'est pas vraiment un complément de rémunération régulier. Mais ça va faire aussi beaucoup de turnover, beaucoup de rotation, non? Alors, de rotation, non. On avait 5 contrats ici en Franche-Comté. Nous en aurons, j'imagine, autant l'année prochaine. Et les contrats sont conclus pour 2 ans. Donc, pas de rotation, j'allais dire, trop rapide. Trop rapide. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est probablement un loup qui se serait attaqué il y a quelques jours à des moutons à Saint-Georges-Armont dans le Doubs. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un jeune adulte en quête de territoire capable en une nuit de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. La ville de Dole s'apprête à reprendre en direct la gestion de son eau. Ce faisant, la municipalité s'est mise à dos les salariés de la Lyonnaise des Eaux qui assurent cette mission depuis 2005. Emmanuel Thierry et Hugues Perret. C'est la fin d'une histoire qui aura duré plus de 40 ans. Depuis 1972, c'est la Lyonnaise des Eaux qui est chargée du pompage, de la distribution et du traitement de l'eau sur la commune de Dole. Le dernier contrat a été signé en 2005 pour une dizaine d'années et la ville a pris la décision de ne pas renouveler ce mode de gestion privée. Une grande partie des salariés ont assisté au débat du conseil municipal hier soir et aujourd'hui, ils sont inquiets pour leur avenir. Vous avez 40 personnes aujourd'hui qui embauchent sur le site de Dole. Ils n'ont aucune garantie sur leur avenir.
Et aujourd'hui, il est clair que si nous n'avons pas plus d'activité sur Dole au 1er janvier 2016, nous serons dans l'obligation de fermer l'agence. Pour le maire de Dole, la fin du contrat ne veut pas dire la fin de toute collaboration entre la commune et l'entreprise. D'ailleurs, la plupart des villes qui ont opté pour une gestion publique de l'eau continuent à faire appel au secteur privé pour des prestations techniques. Nous sommes obligés, sur le principe, de reprendre les salariés du délégataire pour assurer le service. D'autant plus que nous n'avons pas aujourd'hui l'expertise au sein de la ville pour le faire directement. Donc ce sont ces personnes-là qui sont en premier lieu réintégrées dans le dispositif et c'est eux qu'on sollicitera pour faire le travail. La décision de passer en régie directe a été prise à la suite d'un audit commandé par la mairie. Les experts ont conclu que la ville était apte techniquement et financièrement, mais l'opposition dénonce une étude biaisée et une annonce faite sur fond de campagne électorale. L'objectif, on le partage tous, d'avoir une eau à moindre prix et de bonne qualité. Mais la vraie question, c'est la gouvernance de la politique de l'eau. Et il faut que les élus soient très impliqués. Mais la régie est une solution qui est tout à fait respectable, sauf qu'il faut être sûr de la maîtrise technique. À Dole, chaque année, ce sont plus d'1 500 000 mètres cubes d'eau potable qui sont distribués aux usagers. En cas de changement de majorité en 2014, le dossier de la gestion des eaux fera sans nul doute l'objet d'un nouvel examen. Retour à Nice pour les Sochaliens ce soir, c'est du foot en Coupe de la Ligue. La rencontre a débuté tout à l'heure à 19h45. On en est à 1-0 pour Nice. Les Niçois ont marqué tout à l'heure à la 19e minute. Nice domine pour le moment. On refera un point tout à l'heure à la fin de ce journal. La 36e édition de la Transjurassienne se prépare déjà. La mythique course nordique aura lieu les 8 et 9 février entre Lamoura et Mout. L'organisation a présenté ce matin les nouveautés. Il y en aura donc beaucoup, évidemment, cette année. À venir dans ce journal, aurez-vous vos cadeaux à Noël? En tout cas, c'était le gros boom ce matin au centre de tri postal d'Audincourt. Nous irons visiter ce centre. Pour Noël, nous avons testé pour vous des dindes et des chapons à la ferme Mougin de Bavans, c'est dans le Doubs. Et puis, après tout ça, nous irons retrouver nos esprits tout à l'heure à la collégiale de Dole. Attention aux redoux sur les lacs gelés en montagne. La glace n'est plus aussi dure que ces jours derniers, comme ici au lac de Frasnes. Il faudra attendre que le thermomètre redescende nettement avant de tenter de rechausser les patins. En plus, il pleuvait un peu ce matin. C'est un nouveau signe que le gros des travaux du tramway de Besançon est désormais passé. La déesse de Flore, cette statue qui avait dû quitter son piédestal pour faire place au chantier, a retrouvé ses pénates cet après-midi, place Flore, lors d'une petite cérémonie. Les habitants du quartier y sont extrêmement attachés. Dans une semaine, nous serons le 25 décembre et avec Noël qui approche, beaucoup commandent leurs cadeaux sur Internet. Cela fait une montagne de colis à gérer par la Poste. Exemple au centre de tri d'Audincourt, donc, où se sont rendus à l'aube ce matin Maxime Neveu et Philippe Trebiatowski. 5 heures ce matin, dans cette plateforme de tri d'Audincourt, c'est déjà l'effervescence. 2 camions viennent d'arriver de Bar-le-Duc en Lorraine. À leur bord, des milliers de colis qu'il faut trier le plus rapidement possible. Tous les matins, c'est le rush, puis... Ah oui, faut y aller, il faut se réveiller tôt. Et là, avec Noël, vous sentez la différence? Oui, on va dire que le volume dépasse par jour, deux fois plus par jour, tous les jours, quoi. Pendant 3 semaines, quoi, avant Noël. Donc c'est pas forcément la fête Noël pour vous? C'est la fête après. Et avant de faire la fête, il faut déjà faire le boulot. Ici, la période de Noël est la plus chargée de l'année. Avec le boom du commerce électronique, ce sont près de 4000 colis qui sont collectés chaque jour avant d'être livrés dans les différents villages du pays de Montbéliard. Pour faire face à cet afflux, il a fallu s'adapter. C'est une période qui est assez particulière et vous pensez bien que de 2000 à 4000, on ne peut pas passer le même trafic avec la même force de travail. Donc effectivement, il y a du renfort pour ces périodes assez spécifiques. Combien de personnes? Aujourd'hui, on est avec 3 véhicules légers et 3 personnes supplémentaires. Emmanuelle est factrice ici depuis 7 ans. Des paquets, elle en manipule des centaines chaque jour. Et elle le sait, dans une semaine, beaucoup d'entre eux trouveront leur place sous le sapin. Je trouve que le Père Noël se laisse un petit peu aller et que d'ailleurs j'ai un message à lui passer. Je trouve que d'année en année, il fait de moins en moins de boulot et c'est nous qui trinquons. Voilà. Vous êtes la mère Noël. Voilà, tout à fait, la mère Noël. 8 heures, la tournée peut commencer. L'an dernier, en Franche-Comté, pour les fêtes de fin d'année, la Poste a distribué plus de 450 000 colis.
dans le pays de Montbéliard. Un couple s'est lancé depuis 13 ans dans l'élevage de volailles que vous retrouverez peut-être sur vos tables de Noël. Un élevage qui a bien intéressé Clément Janin. Alors là, c'est moi. Et je vais vous mettre au courant. Tu crois que le Père Noël a installé le Stop Easy sur son traîneau? Je vais vous expliquer pourquoi je me suis retrouvé à écouter des pubs à la radio avec une quarantaine de canards pas du tout gavés. Enfin, si. Enfin, je vais vous expliquer. Je veux dire, c'est moins marrant de faire les cons. Nous sommes à Bavans, dans le pays de Montbéliard. Ici, sur près de 3 hectares, ce sont quelques 3000 dindes, poulets, oies et autres bandes de canards qui se font les muscles sans trop de prise de bec. Juste ces oies là qui sont derrière nous, elles vont passer à la rôtissoire, c'est ça? Enfin, elles vont passer au four du moins. Oui, ces petites oies sont faites pour rôtir à Noël, voilà. Didier Mougin fait partie de ces gens qui ont eu le courage de débuter une seconde vie après avoir compris qu'on n'en a qu'une. Il était au service qualité de Peugeot, il a quitté la marque au Lyon pour se lancer dans la volaille élevée en plein air. 13 ans plus tard, il a fait son trou. Même si la conjoncture fait qu'il est toujours un peu dépendant de Peugeot. Et ici, c'est PSA qui tient l'économie de la région. Tant que les gens travaillent, tant que les gens ont des salaires et tant que les gens ont de l'argent, on n'aura pas de problème pour écouler notre production. Maintenant, si tout le monde est au chômage, évidemment, ça ira mal pour nous également. Ils sont bons, les produits de la ferme Mougin. Bon, ben, faut en choper une. Prenez ces oies, par exemple. Celles que j'arrive pas à attraper. Un Parisien. Je suis pas parisien. Eh bien, il vous en coûtera 45 € pour en déguster une. Allez, tu vas encore profiter pendant quelques jours de ta liberté avant de finir au four hein, pour les fêtes. Allez, je vais te rendre ta petite liberté. Allez hop. Allez ma belle. C'est quasiment unique en Franche-Comté. Ici, on contrôle de A à Z la chaîne de production. Pour schématiser, ça commence dans cette pièce à 35 degrés avec les poussins et les canetons. Oh, comme ils sont trop mignons. Et ça se termine quelques mois plus tard, dans cette chambre froide, en moins mignon du coup. Le grand tourbillon de la vie, quoi. Les bêtes, il faut les plumer, il faut les transformer, c'est du boulot, quoi. Oui, un petit apprentissage d'une semaine dans le sud-ouest, où on a appris les rudiments du métier, mais on a beaucoup appris chez nous sur le tas. Catherine, il y a 13 ans, travaillait dans un supermarché de la région. Quand Didier lui a parlé de son souhait de tout plaquer pour se lancer dans la volaille, elle a accepté immédiatement. 80. Elle est partie dans le sud-ouest apprendre le gavage. Elle récupère les bêtes à taille adulte et les engraisse pendant 2 semaines. Ils sont dehors à partir de 5 semaines. Et ils profitent des prés jusqu'à 3 mois. Là, ils ont 3 mois? Ils ont 3 mois. D'accord. Ça fait une courte vie quand même. Mais bon, faut bien manger. C'est la vie des canards. Voilà, c'est la vie des canards. Alors, on va pas se mentir, le gavage, on n'est pas fan. Mais la façon dont Catherine le fait, en mettant avec précaution le tuyau de la gaveuse dans le cou, puis en massant une fois fini, nous semble être ce qu'il y a de moins pire. Pour faire descendre le maïs sur les caressants. Voilà, c'est pour faire descendre le maïs au fond du jabot. Et puis finalement, c'est comme ça. En repartant, on n'a pas oublié de remettre la radio. Ça déstresse les canards. Tu crois que le Père Noël a installé le Stop Easy sur son traîneau? Les produits se vendent bien. Le stock de foie gras de Noël est épuisé depuis longtemps, mais il faut du travail. Et les Mougins n'ont pas pris un jour de repos en 13 ans, même si Didier peut compter sur Charles, le fiston de 20 ans, qui reprendra un jour l'affaire. Alors avant de partir, j'ai voulu attraper moi-même mon repas du soir. Eh bien, vous savez quoi? La dinde, je la préfère nettement déjà en escalope. Dernière précision, aucune bête n'a souffert pendant ce tournage. Un journaliste, si, quand même, un peu. Allez, notre feuilleton est toujours la visite de la collégiale de Dole. J'ai une urgence au niveau du diocèse. Je te laisse te préparer, t'habiller. Nous sommes dans la sacristie. Alors tu peux faire le choix de mettre l'étole verte ou l'étole blanche. L'abbé Bonguin, responsable de la collégiale, donne ses recommandations au père Yadjoma, arrivé récemment de Centrafrique. On célèbre 9 sur
sur la paroisse de Dole, et puis dans les villages à côté, on n'a pas de faux. La collégiale Notre-Dame est rattachée au diocèse de Saint-Claude. Collégiale parce qu'édifiée au Moyen-Âge par un collège de chanoines. Elle n'est donc pas cathédrale, même si son fonctionnement y fait penser. Je vais t'aider parce que ça collège. La messe la plus importante, c'est celle du dimanche, mais chaque chrétien peut aussi se nourrir de l'Eucharistie et de la parole chaque jour. Ici, c'est 3 jours par semaine. L'office a lieu dans une des chapelles de la collégiale. Une messe en petit comité entre 8h30 et 9h le matin. À quelle fréquence vous venez à l'office ? J'emmène les enfants à l'école, puis je viens le mardi, le jeudi, le samedi, puis le dimanche. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que j'ai la foi, parce que j'y crois, parce que... Et puis je suis peut-être aussi sur l'autre versant, sur le versant où je suis prête à comparaître. C'est un lieu porteur, parce que c'est un lieu où il y a toute l'histoire, non seulement religieuse, mais aussi l'histoire politique de la Franche-Comté. Cette église a été construite en 1508 pour montrer la force de la Franche-Comté contre les troupes de France qui voulaient annexer la comté. Voilà. Et puis il y a tout le symbole religieux. Les gens de l'époque venaient puiser leur force dans le Seigneur pour se défendre. L'histoire de la collégiale continue de s'écrire au fur et à mesure des découvertes, comme ces blasons qui signent la présence de chapelles plus ou moins privées au XVIe siècle. La collégiale n'a pas toujours eu ce visage dépouillé. Il y avait à l'intérieur de la collégiale une 40aine de chapelles, ce qui paraît énorme. Et on s'aperçoit qu'il y avait en fait 2 chapelles contre chaque pilier. Donc on imagine un amoncellement d'objets d'art. Professeur d'histoire à l'université de Dijon, Bénédicte Gollard a retracé les différentes concessions achetées par les Dolois. Il y avait une chapelle pour les bouchers qui est d'ailleurs toujours, elle a été reconstituée au XIXe siècle. C'est la chapelle de Saint-Bonaventure qui était le patron des bouchers. La chapelle des vignerons avec Saint-Vernier, puisque dans le Jura c'est Saint-Vernier. Il y avait la chapelle des charpentiers avec Saint-Joseph. À cette époque-là, les églises n'étaient pas seulement la maison de Dieu, c'était également la maison du peuple. La population se réfugiait en cas d'incendie, en cas de guerre, etc. D'où le fait que cette église, qui était quand même l'église de la capitale de la Franche-Comté, ait quand même une allure de forteresse. Irréductible Dolois, fier de cette silhouette particulière. Pour certains, un phare visible à des kilomètres à la ronde. Et à 10 minutes de la mi-temps, l'OGC Nice mène 3-0. Les Sochaliens sont très à la peine ce soir. Vous avez vu le premier but tout à l'heure. L'information continue tout de suite avec le 19-20 et Carole Gessler. Merci, à demain.